Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui risque d'en défriser plus d'un. Et j'en suis sincèrement désolé. Ou pas. En introduction, je vais tout d'abord vous parler de notre langue, de nos mots. Nos mots sont essentiels à l'élaboration de notre pensée, à la compréhension de notre monde intérieur, tout comme notre monde extérieur. Il y a quelques jours, j'entendais une citation d'un penseur latin qui disait en résumé que ne parlant pas le grec, il serait incapable d'avoir la profondeur de la pensée et des philosophes de la Grèce antique. Par exemple, en grec ancien, il y avait 8 mots pour désigner l'amour. En anglais, j'en connais que 2, et en français, il n'y en a qu'un seul. Chaque mot porte en lui des siècles de subtilité, de signification et d'histoire. Et comme le disait Marshall Rosenberg, les mots peuvent être des murs ou des fenêtres. Il est un mot qui est quotidiennement utilisé. Il n'y a pas une semaine sans que je retrouve une nouvelle vidéo sur ce sujet qui me fait réagir. Je veux parler ici de l'hypersensibilité. Au-delà du mot, il y a tout un concept que je qualifie de pénible, voire de toxique, qui m'exaspère au plus haut point. Le mot tout d'abord. Hyper, sensible. Hyper, beaucoup. Sensible, la perception des sens. En clair, l'hypersensibilité est une acuité des sens supérieure à la moyenne. Par exemple, en toute logique, si la moyenne mesurée de l'acuité visuelle, le sens de la vue, est à 8 dixièmes, celui qui a 10 dixièmes est sensible, et celui qui a 15 dixièmes est hypersensible visuel. Je n'ai aucune idée s'il est possible physiologiquement d'avoir 15 dixièmes aux yeux, je n'y connais rien, mais l'important c'est de comprendre le principe. Ayant plusieurs sens, il convient de préciser lequel de mes sens serait supérieurement sensible. La plupart du temps, l'on parle d'hypersensibilité concernant les émotions. Le fameux je suis hypersensible émotionnel. Encore une fois, l'émotion n'est pas un sens. Le sens qui rentre en jeu dans la lecture de ce qui se passe en moi est l'interoception. Si je suis hypersensible à la douleur, c'est la nociception. La sensibilité étant un qualificatif concernant un ou plusieurs sens. L'hypersensibilité est un sens qui serait hyper développé. Prenons un exemple en mer. Tu vois le bateau ? Oui, non. Est-ce que tu vois le capitaine ? Eh bien, il a des chaussettes rouges. Vous remarquez que la qualification du sens accru n'inclut aucunement une notion de souffrance. Je ne souffre pas de voir les chaussettes rouges du capitaine, même si c'est du plus mauvais goût. Il en va de même pour l'interoception. Je sens en moi la moindre subtilité émotionnelle, sans pour autant en souffrir. Or, la plupart du temps, le terme hypersensible sert à décrire une souffrance émotionnelle. Mais pas que. On peut aussi parler d'une douleur due au bruit ou à la lumière excessive dans certains cas. Sauf que là, on ne colle plus à la définition du mot, mais on est totalement raccord à un autre terme, celui d'intolérance. Pour bien comprendre la différence entre sensibilité et intolérance, je vais prendre un exemple tout simple. Prenons un bol de café. Je mets une goutte de lait dans ce bol de café. La personne sensible va goûter et dire « ce café a le goût de lait ». Son sens du goût va déceler les quelques molécules de lait qui vont modifier la saveur du café. Et compte tenu de la différence des volumes, on peut dire que son sens du goût est très sensible et pourquoi pas hypersensible. La personne intolérante au lait, elle, va goûter le café et être malade, sans avoir senti le goût du lait. Son corps va réagir aux molécules de lait sans pour autant avoir la conscience que ce bol de café contient une goutte de lait. Voyons les grandes différences entre sensibilité et intolérance. La sensibilité, c'est une information des sens.
Le ressenti est neutre. La plupart du temps, cela se fait en conscience. Cette perception est totalement hors de contrôle et tout à fait naturelle. Socialement, la sensibilité a un haut pouvoir sympathique. C'est une plus-value sociale, qui la plupart du temps va générer un effet Barnum. L'intolérance, elle, est une réaction physiologique, voire physique. C'est désagréable. La plupart du temps, c'est inconscient. La souffrance, elle, est consciente. Je sens bien qu'il se passe quelque chose en moi de désagréable. Mais les causes profondes, elles, ne le sont la plupart du temps pas. Et dans le cas des émotions, la plupart du temps, les origines sont traumatiques. L'intolérance, socialement, est plutôt une moins-value sociale. C'est limite une insulte qui ramène à des notions de volonté et d'éducation. En psychologie, son origine est la plupart du temps traumatique. En conclusion, la sensibilité est une hyper-qualité supérieure qui fait de moi un être différent, inadapté à un monde monochrome. Sous-entendu, prenez soin de moi et de ma différence. L'intolérance, il m'est arrivé quelque chose qui fait que j'ai développé une sorte de réaction allergique à mes émotions ou au monde qui m'entoure. Les conséquences thérapeutiques de ces deux concepts sont totalement différents. Dans le cas de la sensibilité, on va vous dire c'est comme ça, c'est dans votre nature, on n'y peut rien. Dans le cas de l'intolérance, on peut vous aider si on en a la compétence. Sachant que celui qui va la plupart du temps vous diagnostiquer hypersensible n'a pas la compétence pour vous aider. Encore une fois, cette conclusion va absoudre le sachant de pouvoir aider la personne qui souffre avec la martingale universelle du « c'est ta nature, faut faire avec ». Comme tant d'autres l'ont dit avant moi, le travail thérapeutique, c'est mettre avant tout les mots sur les mots. Je préciserai en disant mettre les mots justes sur les mots ressentis. Je me permets d'insister sur ce point polémique qui me paraît très important, pour ne pas dire décisif. Le savoir universitaire n'est jamais l'objet d'une révolution ou d'un retournement, mais d'influences successives. C'est un édifice qui va se construire sur l'établissement des savoirs précédents. En psychologie, il en va de même. Malheureusement pour la discipline, mais heureusement pour nous, l'avancée des sciences de l'observation du cerveau, et encore plus du cerveau en fonctionnement, ont magistralement avancé, permettant de nouvelles compréhensions qui vont jusqu'à être opposé à ce que l'on imaginait avant. Typiquement, le principe concernant les mémoires traumatiques a totalement été modifié. Jusque dans les années 90-2000, un étudiant associant trauma et guérison était catalogué au mieux de cancre, au pire d'hérétique. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a développé des théories, des schémas basés sur cette croyance qu'un trauma était définitif. Il est donc tout à fait logique d'évacuer un bon nombre de problématiques traumatiques en termes de nature, de génétique, de normalité, sans jamais imaginer que l'on pouvait soigner ou réparer des mémoires traumatiques. Plutôt de reconnaître son incompétence, il est toujours plus aisé de parler d'impuissance naturelle, pour ne pas dire doctrinale. L'avancée sur la compréhension mécanique des traumas et quelque part la compréhension de la responsabilité des parents sur leurs enfants permet aujourd'hui de révisiter beaucoup de ces concepts nés de l'incompétence passée à réparer les mémoires traumatiques. Le concept de l'hypersensibilité est né de cette incompétence, qui renvoie la responsabilité à un pot-de-bol, c'est le je ma pauvre Lucette, de la génétique. Bien pratique, avec en prime une plus-value humaine, digne des super-héros, des hyper-héros. Quittons l'aspect polémique pour revenir à mes grilles de lecture traumatiques. Partons cette fois de l'intolérance émotionnelle. Physiologiquement, une intolérance est une incapacité à assimiler, à métaboliser. Typiquement, une intolérance alimentaire, c'est l'incapacité du corps à indigérer, à assimiler, puis à métaboliser une molécule, un aliment, ce qui va générer des complications. Émotionnellement, c'est la même chose. L'esprit va être incapable de métaboliser une ou plusieurs émotions. Que va-t-il se passer ? Souvenez-vous de ma vidéo sur les émotions. Une émotion ignorée va grossir, se renforcer, puis finir par déborder. C'est ce débordement qui est intolérable.
Le mouvement émotionnel est une comparaison entre un réel et une mémoire. Tout débute par un stimuli, une information sensorielle. Je vois, j'entends. Cette information va aller dans mon cerveau et être comparée à mes mémoires, à mon vécu, qui va teinter l'effet réel d'une donnée émotionnelle. Cette émotion va me conseiller un mouvement. Puis, ma pensée va analyser les différents paramètres, l'effet du réel capté par mes sens, la conclusion émotionnelle influencée par mon histoire. Mon cerveau va analyser ces données, puis va prendre une décision. Cette décision choisie me permettra plus tard de passer à l'action. Lorsque cette mémoire est traumatique, l'émotion va s'imposer sur le réel. J'ai souvent expliqué les mécanismes traumatiques dans mes différentes vidéos. Il arrive parfois que l'objet du traumatisme soit l'émotion elle-même. Je m'explique. Prenons l'exemple d'un petit garçon triste qui pleure. Si les adultes autour de lui se moquent de lui, voire le corrigent, le punissent d'exprimer sa tristesse, il peut se créer en lui une mémoire traumatique liée à la tristesse. Le fait de bloquer l'expression d'une émotion chez l'enfant s'appelle une invalidation émotionnelle. Invalider les émotions chez l'enfant, c'est nier l'enfant. Un enfant, quand il vient au monde, il n'est qu'émotion. Et très longtemps, toute son expression va se faire par le biais de ses émotions. Invalider ses émotions, c'est nier l'enfant. Donc, la tristesse, dans cet exemple, devient un danger. En grandissant, tout son système va chercher à exiler la tristesse, soit en la niant, soit en la transformant dans une autre émotion, typiquement la colère, voire en créant de la sidération. C'est-à-dire que toute forme de tristesse sera bloquée en lui, comme un cours d'eau bloqué par un barrage. Physiologiquement, la tristesse est là, elle existe en lui, mais lui ne peut plus la conscientiser. Son interoception ne fonctionne plus sur la tristesse. Et s'il ne conscientise plus ce qui se passe en lui, il est absolument impossible de métaboliser cette émotion. Que se passe-t-il quand on bloque un cours d'eau? Tôt ou tard, il déborde. C'est ce débordement qui est, encore une fois, intolérable. Afin de faciliter la compréhension, je prends une seule émotion avec une notion assez lente du trop-plein. Mais chez beaucoup, ce sont toutes les émotions qui ont été bloquées et le cours d'eau a beaucoup plus de débit. Ce qui fait qu'au final, l'eau déborde très vite en grande quantité. Ce qui donne cette sensation de sensibilité, que le moindre stimuli génère des raz de marée. Un autre exemple très courant est celui de parents dysfonctionnels, à tendance angoissée ou culpabilisée. Ils vont percevoir chaque émotion de leurs enfants comme un danger, un stimuli qui va soit les angoisser, soit les rendre coupables. Là encore, dans les faits, l'enfant se sentira émotionnellement invalidé. On va lui reprocher, on va lui nier chacune de ses émotions. L'enfant, dès son plus jeune âge, va vite associer ses aléas émotionnels aux réactions désagréables des parents. Il va apprendre petit à petit à bloquer chacune de ses émotions. Chaque émotion devenant pour lui aussi dangereuse qu'un tigre en liberté. En grandissant, ce type de trauma va rendre l'adulte totalement intolérant à ses propres émotions. Et comme, en plus du trauma, il va se forger un conditionnement que ce sont les autres qui sont responsables de ses émotions, telles que ses parents lui ont appris, cela coupe la personne de sa propre responsabilité, de sa propre prise de conscience qu'il souffre de ses émotions, qu'il en est comme allergique, retournant la responsabilité de son ressenti vers l'extérieur. Je sais à quel point ce que je vous explique ici peut choquer les personnes dites hypersensibles, tant leur ressenti est exacerbé, ce qui peut paraître contradictoire avec ce barrage que j'énonce. Déjà, pour bien comprendre, une émotion est une information analogique. Au début, c'est un murmure, puis une parole, pour finir par un hurlement. Tant que le système le peut, il bloquera les murmures ou les paroles, mais sera incapable d'avoir l'énergie suffisante pour s'opposer au hurlement. Ce qui fait que la personne ne percevra que des hurlements émotionnels en elle, ce qui est épuisant et totalement intolérable. La perception émotionnelle d'une personne dite hypersensible n'est pas analogique, mais est logique.
Du 0 ou du 1, du on ou du off. Si vous préférez, soit je n'entends rien, soit ça hurle en moi. Le second élément de compréhension, c'est la validation de l'émotion. Comme ce trauma vient la plupart du temps d'une invalidation émotionnelle de l'enfant, dès que vous validez l'émotion d'une personne dite hypersensible, elle va se calmer, elle va s'apaiser. Le dernier point étant la réparation de la mémoire traumatique. Et oui, lorsque l'on travaille cette intolérance, ce danger que revêt les émotions, la personne peut enfin entendre les murmures émotionnels. Le barrage est levé et le cours d'eau revient à des niveaux bien plus équilibrés et paisibles, et donc bien moins épuisants. Il existe d'autres origines à l'intolérance émotionnelle comme la vigilance accrue, où la personne portant des traumatismes liés à la présence de dangers imprévisibles et puissants va développer une sorte de vigilance permanente où le moindre stimuli va déclencher une avalanche émotionnelle. Ou encore des états quasi permanents de sympathique où les hormones vont mettre en avant certaines émotions en permanence et qui va créer, tout comme la vigilance, une overdose émotionnelle. Dans tous les cas, il s'agit d'une usure, d'un trop-plein émotionnel qui va engendrer une intolérance insupportable. Mais en aucun cas développer la sensibilité. Bien au contraire, il y aura même une tendance à inciter le système à mettre un barrage sur les émotions les plus délicates pour créer un peu de répit. Le système va stopper au maximum et seules les plus puissantes des émotions vont déborder. En toute logique, je réfute bien évidemment la notion de HPE, haut potentiel émotionnel, qui porte pour moi une injustice. Non seulement cela nie et invalide le trauma, mais utilise d'autres mots pour le transformer en plus-value sociale, alors que la personne qui souffre d'intolérance émotionnelle a réellement besoin d'aide. Le HPE est un cul-de-sac thérapeutique qui, si la personne s'identifie au HPE, lui coupe toute possibilité de s'en sortir. Pour moi, on est dans le cas où non seulement on refuse de donner le bon traitement à quelqu'un qui est infecté par une bactérie, mais qu'en plus on lui fait croire que cette infection fait de lui quelqu'un de supérieurement sensible. Je sais parfaitement que ce discours ne va pas dans le sens de la doxa et qu'il s'oppose à de nombreux ouvrages sur le sujet, parce que ce concept, comme beaucoup d'autres, est une manne non négligeable pour bon nombre d'auteurs. Mais dans tous ces ouvrages, à part expliquer le pourquoi du comment, on ne trouve jamais d'indication pour sortir de cet état. Il n'y a jamais d'avenir radieux. Au mieux, on vous apprendra à influencer, voire manipuler les autres pour qu'ils ne vous activent plus. De mon côté, j'ai appris mon métier sur la base de la plasticité cérébrale et la réparation des mémoires traumatiques qui changent réellement la vie et redonnent du pouvoir et de la liberté aux gens. Prenez soin de vous. Je suis Julien Renaud et je me propose de vous accompagner sur le chemin de vos réparations des mémoires traumatiques. À bientôt.